Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interviewe et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. 2 micros pour 3 aurait pu être le titre de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, une interview un peu particulière. Ce n'est pas un, mais 2 invités à mon micro. Marion et Frédéric me reçoivent à la forêt d'Émeraude, à Peille, dans les Landes. Lui est maraîcher, spécialiste de la culture syntropique et le créateur d'une forêt nourricière. Elle est créatrice d'un escape game mobile pour les enfants et les adolescents, Tic Tac Game. Le vivant est leur priorité sous toutes ses formes. Chacun à leur niveau, ils nous invitent à réfléchir à nos besoins fondamentaux, à questionner notre hygiène de vie et à nous reconnecter au vivant. Ce qu'il y a de vivant en nous et ce qu'il y a de vivant autour de nous, avec respect et bon sens. Vous nous pardonnerez les imperfections sonores de fin d'interview. Frédéric ayant terminé ses récoltes, il nous a rejoints à la fin de notre échange. C'est donc une interview en toute authenticité, franchise et simplicité que je vous propose. Place à notre conversation avec ce couple qui gagne vraiment à être connu. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi. Merci de ta présence. Alors c'est toi qui m'accueilles aujourd'hui. Tu peux nous dire où est-ce qu'on est? On est à la forêt d'Émeraude. On a fini l'aménagement de la forêt d'Émeraude début de cette année. La ferme était basée anciennement à Bénesse-Marennes et là on est sur la commune de Peille. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que la forêt d'Émeraude, parce qu'on s'imagine une forêt magique. Oui, c'est ce qu'on veut faire à terme. En gros, on essaye de créer une forêt nourricière. Mais c'est surtout Frédéric qui fait ça, c'est lui le maraîcher et le créateur de vie ici. On s'est dit que peut-être on lui donnerait la parole une autre fois pour qu'il nous raconte plus en détail son travail de maraîcher. Tu peux nous dire peut-être quelques mots juste explicatifs pour que chacun puisse représenter les lieux? Bien sûr. L'idée en fait est venue lors du woofing en Martinique où on a découvert les jardins de Hans Gaillac et on a appris un peu les plantes médicinales et tout ça et le maraîchage et du coup on a forcément eu un énorme coup de cœur et voulu le recréer ici dans les Landes, lieu où on s'est rencontré avec Fred il y a de ça quelques années 9 ans, un truc comme ça. Et du coup on a eu cette idée de créer le maraîchage en culture syntropique, déjà pour enrichir les sols. L'idée, en fait, c'est un peu les mêmes principes d'agroforesterie, sauf qu'en agroforesterie, on ajoute les animaux pour le pâturage tournant, qui est essentiel aussi pour la nourriture des sols, si je peux le dire comme ça. J'ai pas tout à fait les bons termes techniques. Et l'idée, c'était surtout les fruitiers qui nous intéressent le plus, mais quand même, les légumes sont primordiales dans notre alimentation, donc voilà, tout ce qui est végétaux. Et évidemment, les plantes, les aromatiques, plantes médicinales. Vous avez aussi des animaux sur le terrain? Oui, pour le pâturage tournant, de la volaille. Pour le moment, on reste à la volaille. On aura peut-être des moutons plus tard, quand les fruitiers auront poussé. Alors, on a déjà testé avant et c'est leur casse-croûte, donc ça marche pas. Alors aujourd'hui, vous avez des oies, des poules, des canards, dindons. Oui.
Ouais. Et tu disais juste pâturage tournant parce qu'en fait vous déplacez leur enclos. C'est ça. Pour qu'ils prennent soin sol sur lequel, de la partie sur laquelle ils sont. C'est ça. Ils ont un enclos où dormir qui reste fixe. Ah oui. Et après c'est un pâturage mobile, donc des filets mobiles en fait que Fred change d'endroit. Mais l'idée à terme, ça serait vraiment de créer un parcours. On est censé commencer cet hiver, selon l'état des finances. Et l'idée, ça serait que ce parcours, il est voué pour une visite cueillette et explicative de tout ce qui se passe ici. Et si possible, qu'il soit suivi du parcours de volaille, ce qui permettrait d'avoir les animaux en même temps qu'on découvre le lieu, mais aussi d'avoir plusieurs endroits qui seraient ouverts et fermés, où ils puissent pâturer, et ce qui permet de nourrir les sols, quoi, qui est hyper important pour le développement des fruitiers et de tous les végétaux. Alors vous avez donné le nom de forêt d'émeraude. Il y a une histoire particulière à ce nom-là? Ça a été rapide à choisir parce que moi je voulais qu'il y ait le mot forêt parce qu'on cherche quand même à créer une forêt, donc voilà, ça nous parlait énormément. Et d'émeraude parce que Fred adore la pierre émeraude. Du coup, la forêt d'émeraude. D'accord. Est-ce que on peut venir à toi? Tu veux bien nous dire qui tu es? Marion, te présenter? Parce que c'est à toi que je donne la parole aujourd'hui. Et ton activité, elle est différente, ça n'est pas dans la culture. C'est ça. Ouais. Alors Fred est un semeur invétéré de graines qui sont reproductibles et vivantes. Moi je sème les graines mais dans les esprits des enfants. C'est une jolie formulation. On est des semeurs mais de manière différente. Du coup, moi jusqu'ici, je m'appelle Marion, donc j'ai 32 ans. Jusqu'ici, j'étais nounou à domicile, aussi animatrice de centre aéré, périscolaire d'école, et à l'occasion remplacement d'ATSEM. Et j'ai donc pas mal d'expérience dans la petite enfance. Dès que j'ai fini mes diplômes, je me suis mise à travailler dans la petite enfance, mon métier de cœur. Au fur et à mesure des saisons, j'ai dévié et voulu apprendre de nouveaux métiers, histoire de rigoler un peu. Le service, la vente, les trucs comme ça, j'avais jamais fait, c'était marrant. Et après, forcément, le métier de cœur, il manque. Donc, j'y suis retournée. Et j'ai continué à être nounou à domicile pendant plusieurs années. Je touchais qu'un petit nombre d'enfants, si je peux dire. J'avais envie de transmettre des valeurs au plus grand nombre d'un coup, et surtout sous forme de jeu. En fait, j'adore jouer, donc j'avais envie de faire que des jeux. Du coup, je me suis dit, créons des escape games pour enfants. Pourquoi pas? Et j'ai plusieurs choses que j'avais envie de transmettre dans les escape games. Ils sont ciblés sur les besoins vitaux de l'homme. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi, car revenir à l'essentiel, pour moi, est fondamental. Je pense que on oublie des fois que tout ce qu'on ingère est important, que ce qui nous entoure est important aussi, que il y a certaines choses qui nous conviennent, d'autres pas, et des fois on sacrifie cette partie-là, ce qui nous convient pas, on se dit, on s'en rend pas forcément compte en fait, mais si, peut-être que, je sais pas, moi j'ai besoin de plus de temps pour créer quelque chose que quelqu'un d'autre, eh bien on se dit non, autant aller tous à la même allure. Moi j'ai bien envie de dire non, on est tous différents, alors faisons tous à notre rythme et comme on en a besoin. Et les besoins vitaux, forcément manger, boire, dormir. En tant que nounou, j'ai eu pas mal de questions sur le sommeil de la petite enfance, donc ça, j'ai pu me rendre compte que c'était quand même très important, et le besoin de protection, etc., etc. Donc voilà, ça c'était vraiment des thèmes que je voulais aborder. Je voulais que ce soit en lien avec la communication non violente, qui pour moi est aussi une belle approche à transmettre aux enfants. Donc il y a dans mes escape games du challenge, des défis, etc. On s'amuse tout le temps, mais je voulais pas que ce soit une source de stress. Je voulais vraiment que ce soit positif, et que quand on ressort des escape games, on est heureux, on a abordé que des thèmes qui rendent heureux en fait, parce que le bonheur, c'est la vie. Donc voilà, et je pense que ça c'est pour les petits et les grands. Oui, tu dis les petits et les grands parce que tu proposes deux types d'escape games en fonction de la tranche d'âge des enfants. Pour le moment, je propose
essentiellement pour les 9 et 12 ans, cycle 2, mais je suis en cours de préparation du cycle 1 qui va sortir d'ici même pas 15 jours, 3 semaines, donc c'est bon, je pense qu'on va pouvoir aussi le dire. Donc voilà, je commence avec le cycle 1, cycle 2 pour commencer. Je reste à ça. Quand j'aurai une équipe de travail, je vais pouvoir partir dans tous les états et développer toutes les idées qui fusent à l'intérieur de mon petit cerveau. Alors quand on pense à escape game, on se représente un lieu fermé. Alors c'est pas une escape room, c'est un vrai escape game qui sont mobiles, adaptables en intérieur et en extérieur. Je les ai conçus comme ça car je préfère prioriser les jeux en extérieur. J'aime énormément le contact à la nature, forcément. Donc voilà. Par contre, il y a toujours ces défis, ces challenges, des clés, des cadenas, des énigmes à résoudre. Il y en a tout un tas, forcément. Et on garde toujours ce chrono d'1 heure à respecter. C'est comme si c'était un mix entre un escape, un room, tu dis? Escape room? C'est en intérieur. En intérieur, et une chasse au trésor? La chasse au trésor, en fait, on va d'étape en étape, et à chaque étape, on découvre la prochaine énigme pour aller à la prochaine étape. C'est en suivant, en fait. Tandis que dans les escape games, généralement, on a des indices. C'est pas forcément pour le jeu d'après. Ça peut être pour dans 3 jeux, 4 jeux. Il y a plein d'indices qui sortent, il y en a des bons, il y en a des mauvais, on peut aller à un endroit se déplacer, tout comme rester sur place immobile, c'est vraiment très variable, les escape games. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Et donc tu te déplaces chez des particuliers, dans les institutions, qu'est-ce qui peut t'accueillir? Ça peut être autant pour du domaine privé que public. Donc je peux très bien faire des goûters d'anniversaire, des mariages, des baptêmes, etc. Ou alors du domaine public comme les écoles, peut-être organiser un jeu pour la fête de fin d'année, les centres aérés, alors là ça peut être tout et n'importe quand, les associations, les fermes, je peux vraiment m'adapter partout et n'importe où. Tu as eu l'occasion d'en tester déjà? Oui. Ouais, tu as envie de nous raconter? J'ai fait mon premier escape game sur la commune de Peille pour les fêtes d'août, donc le 25, 26, 27, je suis pas sûre des dates. Oui, c'était sur le dernier week-end du mois d'août, pour les fêtes du village. Ouais. Et j'ai donc pu expérimenter mes escapes avec les enfants du village. Ça s'est super bien passé, j'étais très contente. J'ai aussi animé un goûter d'anniversaire sur la commune de Peille aussi. Qu'est-ce qu'ils racontent les enfants sur ton activité? Ils disent quoi? J'ai très peu de retours car je débute tout juste, mais bien sûr je demande. Alors sur la commune de Peille, j'ai demandé aux enfants, bien sûr ça vous a plu, généralement j'ai des grands oui, donc je suis très contente. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelques mamans qui ont observé mon jeu et qui avaient l'air intéressées, donc ça m'a quand même bien rassurée sur l'avenir de l'entreprise. Pareil pour l'anniversaire, j'ai demandé si ça a plu, tout le monde est sorti avec le sourire, donc j'espère que ce sera tout le temps comme ça. Tu travailles sur un besoin, chaque escape game permet de sensibiliser. Un besoin. D'accord, c'est ça. Ouais. Un thème, un besoin pour chaque escape. Donc là, j'ai créé Tic Tac Gaïa. J'aborde le besoin de protection, protéger la planète et la planète nous protège en retour. Fondamental pour moi. Et là, on part dans plein de jeux. On est des climatologues qui sauvent la planète en 1 heure. Rien que ça. Oui, on peut imaginer que les enfants se prêtent vraiment au jeu. Oui, ils ont des blouses, ils ont des badges, ils ont des crayons, il y a une mise en scène en fait, un contexte. Moi j'arrive, je leur remets un colis avec un message dedans, avec un livre, et le livre en fait est mon lien conducteur du jeu. Et dans mes jeux en fait, dans le livre, il y a l'explication de pourquoi on fait cette activité-là, car il y a ce lien, cette histoire à raconter en fait. C'est un peu une histoire. On court en extérieur chercher des boîtes cachées, on va chercher des livres magiques, on s'éclate quoi. Donc c'est les enfants et toi. Moi je m'amuse. Le but de la création de cette entreprise, c'était quand même de s'amuser. Et j'aimerais par la suite, si j'ai la chance d'avoir une équipe de travail, que quand on travaille avec moi ensemble, eh bien on s'amuse tous ensemble.
C'est vraiment que pour les enfants, ou t'imagines à terme que ça puisse aussi être proposé aux adultes ou aux grands enfants que nous sommes? On m'a déjà demandé en fait 2-3 fois si je pouvais adapter mes jeux aux adultes, notamment hier. Ah. donc du coup oui, j'y réfléchis, pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis habituée au contact des enfants, forcément de par mon expérience. Et pour moi, c'est facile et j'ai une grande aisance à jouer avec les enfants déjà de base, sans forcément avoir un support, on va dire. Alors là, avec le support, on s'éclate. Mais oui, pourquoi pas à terme. Parce que les grands aussi, ils ont besoin de s'amuser pour se reconnecter à notre joie, tu vois. C'est vrai. Moi, tu me donnes envie, en tout cas. C'est vrai? Oui. Ah. Tant mieux, parce que si je te convainc toi, peut-être que je convaincrai les auditeurs, qui sait. Non, mais tu vois, je pense à des événements, tu vois, tout ce qui est, par exemple, enterrement de vie de jeune fille, ce genre de choses, tu vois, où on est des fois à la recherche d'activités un peu originales. C'est une activité de groupe qui peut être sympa, originale, qui nous reconnecte à notre enfant intérieur, où on s'amuse, enfin, tu vois, un moment aussi de légèreté, tu vois, il y aurait peut-être plein de possibilités, mais j'entends que ton expertise, ce sont les enfants. Mais... Ma priorité, mais effectivement, il n'y a pas de limite à l'évolution de ces créations. Ouais. Mais effectivement, pour avoir commencé à créer seule, j'ai eu la grande chance d'avoir été aidée par des personnes géniales pour peaufiner mon scénario, les jeux qui étaient en lien, que je voulais mettre en scène, etc. Mais c'est vrai que je parle souvent d'une équipe de travail car je trouve ça beaucoup plus facile à mettre en place, notamment en particulier les escape games. Chasse au trésor, c'est peut-être un peu différent, mais vraiment les escape games, à réfléchir à plusieurs, ça amène tout de suite à une autre dynamique en fait au scénario et au jeu. Et c'est vrai que ça serait pas mal. J'aimerais quand même assez rapidement que ça prenne forme afin de pouvoir être au moins deux, pour pouvoir réfléchir justement à le développer avec les adultes, etc. Ou déjà aux ados. Avant. Oui, il y a d'autres tranches d'âge. Comment t'es venue l'idée de l'escape game? Parce que ça demande beaucoup de créativité, d'imagination, ce que tu proposes. Tu dis écrire un scénario, trouver les jeux, les questions, les explications, le concevoir, faire de la blouse, enfin il y a plein de choses. Fumer le cerveau. Oui, c'est ça. Ouais. Comment c'est venu? Enfin, la première fois t'as eu l'idée? Au départ, je me suis dit j'ai envie de transmettre des idées. Les besoins vitaux de l'homme, c'était ça qui m'animait, de transmettre ça aux enfants. Après, je me suis dit comment. L'aspect littéraire est sympathique, mais j'avais vraiment envie de m'éclater avec les enfants. Donc du coup, je me suis dit des jeux forcément. Et c'est vrai que je trouve que les escape games sont très souvent utilisés pour les adultes, mais en fait, il y en a pas tant que ça pour les enfants. Quand il y en a pour les enfants, bien souvent, c'est soit en intérieur, et c'est vrai que moi j'avais ce grand besoin d'être en extérieur. Je l'adapte quand même en intérieur pour pouvoir vivre à l'année en fait, que les enfants qui ont des anniversaires d'hiver puissent aussi jouer au jeu. Mais oui, et donc du coup, comme les adultes avaient déjà plusieurs escape games, ou alors il y en a aussi pas mal pour les familles, ou pour des événements type. Il y en a pas mal, par exemple sur l'essence, des choses comme ça se développe pas mal là-dessus, mais sur des journées type bien précises. Et moi, j'avais bien envie que ce soit accessible tout le temps, en fait, et que les enfants s'éclatent, parce que c'est vrai que du coup, des jeux en extérieur pour enfants, même s'il y en a déjà, il y en a jamais assez, si je peux dire ça comme ça, à mon sens. Ça me fait penser, j'arrive pas à retrouver le nom sur la région, il y a plein de, peut-être tu vas retrouver le nom, de ces espèces de chasses au trésor qui sont mises à disposition dans différentes villes ou lieux. J'ai souvenir d'en avoir réalisé une à Irati, où il y en a une, je crois, à Bayonne, dans le coin. Tu as aussi comme ça plusieurs énigmes à résoudre. Enfin, une énigme t'amène vers une autre énigme, et la finalité, c'est que tu récupères t'as un petit cadeau. Un badge, non? Oui, j'arrive pas à retrouver le nom. Est-ce que c'est un peu aussi dans cette idée-là? Alors, quand ils sont dehors, comme moi j'ai un scénario bien précis, je l'adapte au lieu, c'est-à-dire que les choses que j'ai à cacher, etc., s'adaptent au lieu. Mais pour le moment, vu que j'en ai créé qu'un et que j'ai pas une équipe de travail, je peux pas encore l'adapter à 100% au lieu. Mais à terme, effectivement, j'ai une autre idée derrière qui rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est que j'aurais bien aimé que mes escape games soient un des premiers qui fassent découvrir toutes les fermes des Landes.
Et dans ces cas-là, adapter mon escape game à chaque ferme et que ce soit vraiment privatif à la ferme. C'est super ça, ouais. Voilà. Ouais, ce qui va complètement dans le sens de ce que tu fais, de ce que tu vis, enfin par rapport à ton mode de vie, tes valeurs, peut-être sur lesquelles on va revenir un peu plus, mais exactement. Ah oui. Voilà. Ouais. Et si possible, après le développer à la France entière, bon ben là, ça serait magique. Mais ça c'est même pour les fermes toute seule, je vais pouvoir difficilement le faire car c'est beaucoup de travail et de mise en place. Donc il faut voir comment je peux gérer mon temps en fait pour réussir à avoir assez de temps pour être présente pour toutes les demandes et aussi avoir assez de temps pour les créations. Mais moi j'adore créer donc c'est bon, c'est bien. On a plein d'idées ici. À plusieurs reprises, tu as fait référence aux valeurs qui t'animent et que tu as envie de transmettre. Alors tu disais que tu veux sensibiliser sur les besoins vitaux. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que tu as envie de transmettre aux enfants Essentiellement, c'est vrai que c'est sur les besoins vitaux, mais dans chaque thème, effectivement, par exemple, sur Tita Gaïa, je parle du nombre d'or, je parle des lois d'Hormèse, je parle de pas mal de sujets qui m'intéressent, qui sont en lien avec le besoin de protection, forcément. Donc c'est une manière aussi d'ouvrir leur champ de conscience. Oui, ouais. Complètement. Ouais. Complètement. Je fais du land art avec eux, notamment avec le nombre d'or. L'art avec la nature. Le land art, c'est comme de l'art plastique, avec de la nature. Donc là, pour le coup, moi, dans mon escape game, on le fait sur une feuille canson parce qu'on a quand même un temps à respecter et on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir vraiment s'exprimer. Mais l'idée est de leur souffler l'idée pour pourquoi pas après que chez eux, ils reproduisent d'autres œuvres entièrement avec la nature. Mais le land art, en fait, c'est par exemple faire une sculpture en bois. Et après, pourquoi pas l'enflammer, car ça reste éphémère, l'art avec la nature. Ou vous savez, les sculptures, les sculptures avec la glace, ça c'est complètement du land art, vu que c'est éphémère et fait entièrement. Donc on peut voir parfois sur la plage, par exemple. Oui. Les galets posés les uns sur les autres. D'accord. Tout ça c'est du land art. Oui, il y a une connexion aussi avec l'environnement et la nature qui est très forte. Et c'est quelque chose que tu veux aussi transmettre aux enfants. Tellement. Ouais. Pour moi, c'est une évidence. Ben voilà, Fred est quand même enrichi en culture synthropique. L'idée, c'est vraiment que ce qui arrive à survivre, si je peux dire, dans la terre, on récupère un maximum de graines vu qu'elle sera énormément adaptée au sol. Eh bien là, pour moi, la nature nous nourrit. Elle nous donne l'eau, qui est essentielle quand même. Elle nous donne toute l'énergie nécessaire pour pouvoir vivre sereinement et en pleine conscience. Donc oui, c'est quelque chose que je veux complètement transmettre aux enfants. Qui pour moi, c'est une base fondamentale. Le premier palier de la vie. Et pourquoi les besoins vitaux? Parce que je trouve que dans la société, si je peux dire ça comme ça, dans laquelle on vit, pas mal de besoins vitaux sont un peu oubliés des fois. Par exemple, on a des heures à respecter dans nos rythmes de vie, on va dire, sans forcément être sûr que ce soit en lien avec nos besoins, nos tranches d'âge, etc. Malheureusement, c'est pas forcément voulu, et là, c'est pas du tout une critique que je fais, loin de là, c'est juste une simple constatation. Je me permettrai pas de juger, loin de là. Moi, la première, j'ai des heures aussi à respecter. D'ailleurs, dans mes escape games, il y a une heure à respecter, donc je fais partie finalement complètement de ça. Mais effectivement, vu que j'aimerais animer à plusieurs endroits, j'étais un petit peu obligée de mettre un temps imparti pour pouvoir en une journée rencontrer beaucoup de personnes. Quand tu disais les besoins vitaux, donc tu disais c'est manger, boire, respirer. Oui. Par exemple, se réveiller avec le soleil, on le met rarement en place. Se coucher avec le soleil aussi. Donc après se réveiller, généralement, normalement, vu qu'on a eu une période où on s'est pas hydraté pendant longtemps, boire son premier verre d'eau, qui fait partie pour moi des besoins vitaux, boire l'eau. J'aurais tellement de choses à dire dessus avec tout ce qu'on en fait. Donc nous, par exemple, ici, on est en toilette sèche. On va pas faire un autre besoin qui est l'élimination dans un besoin vital qu'on est censé ingérer. C'est oui, ça peut paraître effectivement un non-sens d'utiliser de l'eau potable pour ça. Effectivement, je me suis fait la réflexion à plusieurs reprises. Voilà, c'est des thèmes que j'essaye d'aborder qui sont des sujets un peu délicats, plutôt sous forme de jeu, de manière
où on rigole, où je suis pas du tout en train de dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Je fais simplement des constats et j'essaye simplement à ce que chacun puisse se poser des questions. Oui, c'est ça, les aider en fait à réfléchir et à... Tout simplement. Oui. Et après essayer de faire en fonction des questions qu'on se pose au mieux que l'on peut avec ce qui nous entoure. Parce que des fois on se rend compte qu'on pourrait faire autrement, mais on n'a pas la possibilité autour de nous de le faire. Moi, j'ai la chance de vivre dans une ferme, donc je peux le faire en toilette sèche. C'est pas ouvert à tout le monde. Mais si c'est pas ce sujet-là, ça peut être un autre, etc., etc. Se poser des questions comme je pense qu'on s'en pose dans la vie de tous les jours, mais se les poser sur nos grandes bases qui fait de nous des êtres humains. Oui, c'est peut-être comment réintroduire de la conscience, parce que ça me fait penser à une interview que j'ai eue il y a pas longtemps avec Juliane, qui est très centrée sur le corps et qui me parlait notamment, voilà, de comment prendre soin de ce corps qui est notre véhicule terrestre. Et notamment, lui, il me parlait de la respiration, la cohérence cardiaque, et je dis effectivement, c'est comment reprendre conscience qu'on respire, comment mettre de la conscience dessus, parce qu'en fait, on le fait tellement, enfin, inconsciemment, automatiquement, on s'en préoccupe pas. Or, on peut mal respirer, et on oublie que c'est ce qui nous maintient en vie et que, voilà, on peut en prendre soin, en fait. Complètement. Donc c'est peut-être ça, en fait, c'est remettre de la conscience sur tout ça. C'est comment on s'alimente, comment on respire, qu'est-ce qu'on boit, comment... Ouais. Exactement. Ouais. La respiration fait partie d'un des thèmes que je souhaite aborder, bien sûr. Tous ces besoins vitaux et faire émerger des petites idées tout en s'amusant. Moi, j'ai toujours appris en m'amusant, beaucoup mieux. Oui, puis comment dire, apprendre en s'amusant et aussi retrouver le sens des choses. Tellement. En fait. C'est ça. Pourquoi, en fait, on se nourrit? Pourquoi respirer, c'est important? Pourquoi boire, c'est important? Pourquoi l'eau qu'il y a sur la planète serait intéressante de la valoriser? Pas forcément ne pas la gâcher, mais la valoriser, ça, oui, ça peut être intéressant, etc. Surtout tout ce qu'on fait, en fait, finalement. Je sais pas comment ça pourrait être possible, mais ce serait intéressant de voir dans l'après-coup ce que les enfants ont fait de ce qu'ils ont appris avec toi à travers le jeu. Ouais. Avoir un retour par la suite et savoir aussi parce que dans les messages que je transmets, tout ne sera pas retenu. Il y a 1 heure de jeu, donc c'est très rapide. Et chaque enfant va plus ou moins retenir son propre... Par exemple, sur Tic-Tac Gaïa, peut-être je parle du nombre d'or, peut-être que sur 10 enfants, il y en a qu'un qui va retenir le nombre d'or. Et puis, dans les 10, il y en a un autre qui va retenir comment on crée un nuage dans une bouteille, et ainsi de suite. Et le fait qu'ils vont est-ce qu'ils communiqueront entre eux après, sachant qu'à la fin de mes jeux, il y a quand même un petit diplôme et un protocole, parce que l'idée, c'est quand même de trouver le protocole en 1 heure pour sauver la planète. Et ça, voilà, est-ce que c'est gardé? Est-ce que c'est accroché dans mon protocole? Il y a une dizaine de petites choses, de petites idées qui me passaient par la tête, genre faire pipi sous la douche pour économiser l'eau des toilettes, etc. Il y a aussi un bref rappel de l'apprentigirafe.com. J'ai mis le site qui parle de la communication non violente, où on retrouve en fait la girafe et les 4 étapes sur l'observation, le besoin, la demande, etc. Donc voilà, il y a des petits rappels comme ça. Ça fait pas mal de notions importantes, effectivement, entre la communication non violente. J'en ai partout. Partout. Je me dis, bon, si ça c'est pas retenu, il y aura ça, si c'est pas ça, il y aura ça, etc. 1 heure. Les pauvres. Voilà, du coup, je suis en train de réfléchir en même temps qu'on est en train de faire l'interview, mais qu'est-ce qui pourrait être mis en place, tu vois, dans l'après-coup de ton escape game pour faire le point avec les enfants, tu vois, sur qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qui a changé dans leur quotidien, est-ce qu'ils en ont parlé à papa, maman, aux copains, tu vois. Est-ce que ça a été accroché sur le frigo, les petits rituels. Ouais. C'est ça. J'essaye de donner des outils pour que ça reste, ou dans la chambre, dans le frigo. Voilà. D'où l'idée du protocole. Puis derrière, il y a quand même le diplôme, c'est sympa. Mais effectivement, j'aimerais, à terme, essayer de revoir les familles et de demander dans mon idéal, en fait, comme il y a plusieurs besoins vitaux, si les familles sont conquises, mais je parle des familles parce que pour le moment j'imagine surtout en animation de goûter d'anniversaire, mais pas que, enfin je veux dire ça peut tout à fait les écoles, etc. Mais pour les écoles du coup c'est beaucoup plus simple.
je peux revenir sur place 1 an après et demander voir si, ou quelques mois après et demander voir s'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des discussions par la suite, suite à cette animation-là. Est-ce que pour les familles, dans mon idéal, j'aimerais bien animer plusieurs goûters d'anniversaire pour aborder plusieurs thèmes. Et du coup, dès que je reviens pour un thème, je peux demander sur l'ancien. Alors, ça pourrait être comme un cycle. Tu vois, comme quand on fait des cycles de formation, t'as le module 1, module 2, tu proposes à l'unité ou le cycle, tu vois, des 4 besoins fondamentaux. Pour réveiller sur les besoins fondamentaux de la vie. Ouais. Tu vois, quitte à leur demander, alors du coup, je réfléchis en même temps, tu vois, une petite vidéo dans les 6 mois, tu vois, au bout de 6 mois, est-ce que vous vous engagez dans les 6 mois à nous faire une petite vidéo en retour avec les enfants? Ah oui, c'est une excellente idée. Et comment recueillir leurs témoignages, tu vois, et de leur dire, je vous recontacte même dans 3 mois. Pourquoi attendre, tu vois, dans 3 mois et dans 6 mois et avoir un retour. Voilà, vous pourriez me faire une petite vidéo, donner la parole à vos enfants ou sur ce qu'ils en ont pensé. Ou te faire une petite vidéo avec eux, tu vois, en visio, que tu gardes comme témoignage avec leur accord pour diffuser aussi. Tu vois, il y a plein de moyens C'est vrai que pour évaluer, tu vois. Tellement. Mais excellente idée, je me note. Pour arriver aussi, tu vois, donner un but aux enfants et se dire voilà, on s'est vu là, c'était un jeu, il y a un diplôme, il y a des petites recommandations. Qu'est-ce que t'en as retenu? Ouais, on se revoit dans 3 mois ou on fera une petite visio dans 3 mois avec papa et maman pour discuter de ce que t'as retenu, de ce que t'as mis en place. Il y a moyen de peut-être d'imaginer faire tellement de choses. C'est vrai que j'ai pas ce réflexe. Excellente idée. oui. Je valide. Alors, la raison d'être de ton activité, je pense qu'on l'a abordé, sur la transmission et la sensibilisation, en tout cas, de tes valeurs, de ce qui te paraît être important pour ces enfants. Pour leur développement. C'est pour ça que j'aborde les besoins vitaux de l'homme, parce que je pense que pour le développement des enfants, mais aussi des adultes, c'est hyper important. Et puis, tant qu'à faire, ça fait un tout. Ça aide au bien-être dans la vie de tous les jours, mais ça aide aussi... comment je pourrais dire ça? Par exemple, moi, j'utilise énormément le seconde main et tout ça à recibler, en fait, nos achats d'un certain sens. À recibler, oui, parce que finalement, l'alimentaire, c'est un achat, l'eau, on la paye aussi, et c'est vrai que on achète quand même régulièrement, finalement, un peu tout le monde, moi la première, et des fois, de recentrer nos achats sur vraiment notre bien-être à nous, pour échanger en fait le sens de cet achat. Comment est-ce que tu t'imagines dans 5 ans? Je ne sais pas. On s'était imaginé il y a quelques années sur un terrain et tout a changé. Alors c'est tellement vaste. Enfin, dans mon espoir, j'aimerais quand même me balader sur le terrain et cueillir nos fruits et ramasser nos légumes. Mais ça, on le fait déjà, donc ça va. Mais cueillir nos fruits, oui, ça. Nous, ce qui nous a animés, en fait, c'était d'avoir cette vision des enfants qui courent dans le jardin et qui disent « Ah, j'ai faim !» Ils cueillent un fruit, ils le mangent, ils sont rassasiés, tout va bien. Là, c'est la boucle finale du projet, quoi. C'est ça, le bien-être. Manger un fruit directement cueilli, qui a mûri, son sucre s'est développé grâce au soleil et sans aucun autre intrant, si ce n'est éventuellement de la pâture de la volaille. Enfin voilà, vraiment ça c'est... Et alors, dans très très longtemps, si je peux me permettre, si ces arbres sont très grands, très forts et très résistants, qui ont eu le temps de pousser, etc., alors là, un accrobranche pour des cueillettes de fruits, alors là, c'est le Graal. On va commencer par la petite visite tranquille, avec effectivement des énigmes et des jeux tout au long de la visite, parce que nous on est très joueurs quand même, et des cueillettes, de fruits aussi, mais ça sera plus des baies, parce que c'est plus rapide à pousser, puis c'est quand même plutôt sympathique en goût. Donc voilà, il y aura sûrement des cueillettes de framboises, tomates, cerises, miel du Mexique, des choses comme ça, tout du long de la visite, ouais. Mais super, on reviendra dans 5 ans là pour voir ce qu'il en est. Croisons les doigts. Comment est-ce qu'on peut faire appel à toi? Sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook qui s'appelle La Forêt d'Émeraude, Instagram La Forêt d'Émeraude, on peut nous retrouver sur Google Maps et directement un numéro de téléphone qui est le 07 69 59 01 17.
l'association est là en fait pour rassembler, elle est là pour créer des événements, des choses comme ça. Moi, je suis là plus pour animer, éventuellement lors d'événements, etc. Et Fred est là pour avoir le bouquet final, vous rentrez chez vous avec des délicieux légumes de qualité nutritive et gustative incomparable. Bah si, on peut toujours comparer, mais elles sont plutôt pas mal. Faut goûter quoi pour savoir. Alors on peut juste, peut-être parenthèse, on peut commander aussi vos légumes en ligne, mais il faut bien les chercher sur place. Oui. Vous faites pas d'envoi? Si, il y a des livraisons. Ouais, on fait des livraisons à partir d'un certain montant. D'ailleurs, mes escape games, c'est pareil, tout ce qui est autour de Paye à 5 km, c'est gratuit. À partir de 10 km, je demande 10 €, 20 € pour 20, etc. Et Fred, en fait, c'est à partir d'un minimum de commandes. Donc, par exemple, si c'est plus de 10 km, on va demander un minimum de 40 ou 50 € de commande, je crois, mais lui en parlera mieux que moi, car c'est plus sa partie à lui. Il a un site internet, c'est pas vraiment d'ailleurs un site internet, ça s'appelle fairmescourses.fr. D'ailleurs, les escape games y sont aussi. Je le recommande énormément, c'est soit une application, soit un site internet, je sais plus. C'est une plateforme en fait qui met en lien, qui vous met en lien avec les clients. Enfin, oui. Ouais. Et en fait, tout est gratuit dessus. Et pour ceux qui ne sont pas très technologiques comme nous, c'est pas forcément notre domaine de prédilection, eh bien c'est vraiment simple et facile d'utilisation. Vous pouvez mettre ce que vous proposez, que ce soit des produits ou que ce soit une activité. Vous pouvez mettre les explications, vous pouvez mettre les tarifs, ça peut être commandé, ça envoie directement un email sur qui a commandé, avec généralement l'adresse mail de la personne, le numéro de téléphone, et ça met directement un contact avec le client. Et vous pouvez aussi relier, mais ça je me suis pas encore renseignée, sur un compte pour pouvoir faire des virements et payer directement via la plateforme. Et c'est une plateforme qui est éco-citoyenne, 100% gratuite. C'est vraiment un outil très sympa, franchement, que je recommande énormément. Ok. Mais après, il y a plein d'autres outils, mais moi je connais celui-là. C'est pas... En tout cas, on peut te connecter comme ça. Ouais. Oui. Alors, on a Frédéric qui nous a rejoint. Peut-être c'est l'occasion que tu nous racontes un petit peu. Alors, on a parlé rapidement de la forêt d'émeraude et de ce que vous proposez, mais on n'est pas rentré dans les détails. Qu'est-ce que tu auras envie peut-être de nous dire sur justement ce que tu fais toi, puisque ta partie c'est le maraîchage et la permaculture? Ouais, beaucoup de choses ma partie, ouais. On fait des légumes, différents légumes, on fait aussi des boutures, on fait des fruits, on fait des œufs, on va faire du miel. Qu'est-ce qu'on veut faire encore au niveau du jardin? Ah oui, alors vu que c'est la première année, les légumes, on était sur quoi? Une trentaine de légumes cet été, à peu près. Des légumes classiques. La différence, c'est qu'on fait tout en semi-direct. Donc pas d'achat de terreau, pas d'achat de semences ou très peu. Et pas de serre aussi, parce que la seule serre qu'il y a, c'est pour, on va dire, les agrumes. Et encore, il y a tout qui va passer en extérieur, donc c'est une serre qui est trop petite, hein, cette serre qu'on a. Il nous faudrait une serre de 3,50 m à peu près. Mais à terme, l'idée, c'est de surtout faire du verger, avec du fruit, beaucoup de petits fruits, et des planches de légumes sous verger. Donc ça, c'est un peu l'optique. Pourquoi la culture syntropique? Bonne question. Et oui, parce que la particularité de ce que tu proposes, c'est que c'est donc de la permaculture, mais une culture syntropique. Alors, alors la syntropie, c'est pas trop étudié. C'est pas trop, on n'a pas trop de documentation française dessus, mais ça commence à arriver. On a surtout de la documentation qui vient d'autres pays parce qu'ils font des essais là-dessus, mais c'est dans les pays tropicaux. Donc Brésil, Australie, une certaine partie de l'Australie quand même. Après Afrique beaucoup, ça se développe beaucoup en Afrique et en Asie aussi. Parce que là-bas, en fait, l'humification, donc la décomposition des matières végétales qui tombent au sol, vu qu'il fait tout le temps humide et tout le temps très chaud, donc, tout le temps de la pluie, ça prend même pas une année, quoi. Donc on peut mettre des quantités énormes et ça lance un système très vite. Là-bas, on peut réussir ce qu'on fait ici en 3-4 ans. Là-bas, ça prend une année, quoi. Le fait de faire de la taille, d'implanter beaucoup d'arbres serrés, de faire de la taille, et de planter aussi des arbres pour faire de la succession. Hein. Donc, tu copies en fait la pousse d'une forêt sauvage et tu l'accélères en fait. Donc, tu mets direct toutes les essences, tu tailles les premières,
en taillant les premières, tu t'envoies un signal à la forêt de pousser. La syntropie, c'est ça, c'est beaucoup de taille, beaucoup de perturbations dans le système pour qu'il y ait une pousse. Parce que quand tu coupes un arbre, t'as un retour de sève, et puis les plantes, elles vont sécréter des acides. Là, c'est de l'acide gibberellique chez différentes plantes, mais c'est à peu près tout le temps ça chez les arbres. Et ça va, si le sol est mycorhizé, ça va ordonner à la faune autour de pousser plus fort. Comme après une tempête dans une forêt. Comme s'il y avait une sorte de protection ou de résilience qui doit être inscrit dans tout le génome de tout le vivant. Et ça, c'est la syntropie, c'est la perturbation dans un système complexe, qui est due normalement à l'animal, en fait. Normalement, c'est des troupeaux qui viennent et qui écrasent ou à une tempête ou à des événements naturels. Mais avec le biais de l'homme, des machettes et le paillage avec tout ça, etc., plus l'accélération au final de c'est comme une toupie qui s'accélère. C'est le contraire. Plus t'en mets, plus ça va vite, quoi. Et c'est un mode de culture qui est peu utilisé. Ça, je saurais même pas le dire. En France. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de la permaculture, syntropique. Ouais, on n'avait jamais entendu parler jusqu'à... J'utilise pas le terme permaculture, parce qu'il y a la culture syntropique, mais on peut faire, si on veut, de la culture syntropique à grande échelle avec des machines. C'est possible aussi. On peut utiliser la machine tout en respectant le sol. Parce qu'à grande échelle, on peut rester à taille humaine, mais après, il faut beaucoup de monde. C'est toujours pareil. En France, il y en a beaucoup qui la pratiquent, je pense, mais on s'y intéresse pas beaucoup. Déjà, c'est plus la permaculture. Après, là, la permaculture syntropique, c'est plus... Là, on est dans la culture syntropique ou la permaculture syntropique? Permaculture syntropique, parce que c'est à échelle humaine, et puis il y a pas d'intrants, c'est tu veux des arbres, tu fais tes propres boutures, c'est toujours... c'est toi qui as la maîtrise surtout, quoi. Ouais, c'est de la production gratuite, la photosynthèse. La seule valeur ajoutée dans l'univers, c'est la photosynthèse. L'énergie est captée, et puis t'arrives à créer de la matière avec une énergie qu'on ne voit pas, quoi. Un peu comme les panneaux solaires, au final. Sauf que eux, ils tombent pas par terre, et puis ils vont pas se recycler, se remettre dans le système. Tandis qu'un arbre, oui, en plus, il améliore le sol. C'est plus ce principe de permaculture qui s'intègre dedans, parce qu'on a besoin de rien, en fait. Pourquoi t'as fait ce choix-là? Parce que ça produit bien, et puis qu'il n'y a pas besoin de mettre d'argent dedans. Aussi. Et que c'est vertueux. Ah ouais, non, ça produit, il n'y a pas besoin de mettre d'argent, t'as des légumes sains, sol sain, un esprit sain. Et pour l'autonomie et la résilience, en plus, voilà, quoi. Aucune personne peut produire pour plusieurs personnes à manger, quoi. Enfin, à terme, après, je suis en train de calculer, j'ai regardé, mais les rendements, si tu remplis, là, les 4000 mètres carrés ici et les 4000 là-bas, déjà, t'arrives à pas loin d'un hectare. Un hectare avec du verger t'es sur 400 fruitiers, à peu près. 400-500 fruitiers si tu veux serrer, plus les bandes de maraîchage entre les fruitiers, plus parce que moi je fais des voûtes l'été, donc la vigne, des choses comme ça, vigne, les kiwis, et puis ça produit. Donc à terme sur une année, je pense que tu peux arriver à des rendements de l'ordre de 100 tonnes hectares, ce qui est énorme, sans intrants, quoi. Si t'as la main d'œuvre derrière pour récolter, pour suivre, de tenir toutes les planches, sans irrigation, sans rien, quoi, sans serre. Ça se demandait pourquoi on s'oriente pas davantage dans ce type de culture quand on voit l'abondance que ça peut produire. Et c'est surtout parce qu'il y a besoin de rien. Sur le besoin de s'alimenter, ce type de culture qu'il fait lui, ça a une qualité nutritive qui est incomparable, en fait. En termes on n'a pas besoin de manger, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, 100 pommes. En une pomme, vous avez une qualité nutritionnelle qui est vraiment dense, quoi. Oui, puis ça fait 100 tonnes, 100 tonnes hectares, ça commence à faire, sans rien. Là, cette année, on a déjà sorti 15 tonnes, alors que j'ai même pas fait la moitié de la parcelle là-bas, et ici, depuis le mois de février, donc c'est pas mal. C'est déjà très satisfaisant. Ouais, pour une première année, après, il faut les déboucher. C'est le plus gros souci, c'est ça, c'est que t'as beau produire, si t'es pas dans les normes, si t'es pas dans les calibrages, si t'es pas dans les variétés qu'on t'impose, parce qu'aujourd'hui il y a des cahiers des charges pour tout. Tu es contraint. T'as cahier des charges des semenciers, t'étais censé sélectionner certaines semences, les autres tu peux pas les vendre, enfin tu peux pas vendre la semence, tu peux vendre les légumes, mais s'il y a pas une demande au niveau des grossistes, au niveau local ou même qu'il y a dans le coin, tu trouves rien si tu changes de variété. Ils prennent certaines variétés, mais c'est eux qui choisissent, quoi. Donc tu choisis par rapport à la demande qu'il y a. Tu peux pas faire si t'as une variété qui pousse bien chez toi et qu'il n'y a pas de demande, on respecte plus les coteaux, en fait. Avant, la moutarde de Dijon, c'était à Dijon, quoi.
Les vignes, c'était il y a des coteaux, il y a des terroirs, hein, tu fais des trucs, et il y a des trucs qui marchent, tu vas pas faire des trucs il y a des terres qui sont faites pour faire certaines choses, quoi. Donc, ici, avec l'agriculture ça marche de folie, quoi, mais il n'y a pas de débouché. De toute façon, en France, on n'a pas de débouché sur les potirons, par exemple. C'est 80% d'importation, je crois. Sur beaucoup de légumes, d'ailleurs. Je sais pas sur quoi on est premier, enfin sur quels légumes, ça j'ai pas regardé. Mais je sais que sur les potirons, le premier exportateur mondial c'est la Chine, alors que le potiron ça pousse dans toute l'Europe, du nord au sud. Et puis que ça coûte rien et qu'il y a quand même une demande. Donc voilà, ça fait pas mal de bouches à nourrir, avec au final, tu vois, je suis tout seul. Donc ça me fait combien? Ça me fait, je vais me faire 50 heures de travail semaine. Parce que je compte les animaux et le reste, hein, mais sinon, les semences c'est gratuit si tu les récupères. Tout est gratuit en fait. Sauf l'eau, parce qu'il faut quand même des cuves pour la stocker, etc. Au début. Parce que quand tu vas sur des principes comme ça, au début t'as besoin d'eau. Première année, après deuxième année, ça se détend un peu, quoi. Et encore, ça franchement ça a été... Oui, mais ça demande quand même un savoir-faire. Quand tu dis, les semences c'est gratuit, mais il faut savoir aussi pouvoir les récupérer. Ouais. Mais ça va, ça s'apprend vite quand même. T'as beaucoup de similitudes. En fait, c'est une logique, hein, le vivant. Quand t'as compris la logique du vivant, tu peux l'appliquer aux animaux, à toi, au jardin. C'est toujours la même logique, quoi. Faut que le terrain soit sain. Il faut observer et la solution, c'est toujours le problème, c'est toujours la solution. S'il y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Quand j'ai créé ce podcast, moi, je voulais donner la parole à ce que j'appelais les acteurs du nouveau monde. Alors, les entrepreneurs humanistes, conscients, mais aussi les humains, hein, qui sont effectivement connectés au vivant, respectueux du vivant, soucieux du vivant. Ce serait quoi pour vous le nouveau monde? Qu'est-ce que c'est pour nous? Moi, je suis déjà dedans, hein, depuis quand je suis déjà dedans? Un monde résilient. C'est déjà quelques années. Hein. C'est pas depuis qu'on a le jardin. On est tous égaux et avec de l'entraide, du partage et de l'écoute. Oui, parce que le monde, au final, c'est l'image qu'on s'en fait, mais on vit chacun chez soi avec les connaissances qu'on a. Et on a tous une image, une perception du monde. Mais au monde, ce sera à peu près ça, hein, quand ça va se lancer. Et après, en plus, c'est un beau lieu pour les échanges, donc... Qu'on ait de la nourriture illimitée, dans des endroits comme ça. Gratuite et offerte à tous. Hein. Ça serait un nouveau monde merveilleux. Il y en a beaucoup, hein, les nouveaux mondes. Il y a plein d'endroits comme ça. Il y en a plein qui font des jardins, et puis... Qu'on n'ait pas besoin d'argent pour vivre, et que l'entraide soit une priorité, un troc. Ouais, ça serait... De toute façon, ça, c'est un monde idéal, c'est pas forcément... Tu parlais du troc? Ouais, ça serait merveilleux, j'imagine. Mais je sais pas si c'est vraiment le nouveau monde ou si c'est le monde merveilleux de Marion, quoi. Où on ne vit que de troc, d'entraide, de troc de services, mais aussi de biens, hein, je veux dire, qu'il n'y ait plus d'argent. Comme ça, chacun vit à son rythme et tout va bien pour tout le monde. Sinon, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait plein d'autres initiatives comme les vôtres dans le coin. C'est ça que tu disais aussi? Ouais, sur la... Ouais. Énormément. Ouais, sur les, de toute façon, les forêts nourricières, hein, il y en a beaucoup. Ouais, ça se crée de partout. Hein. Les gens, ils veulent un cadre de vie. Ils veulent être au calme, ils veulent manger bien, donc, les gens, ils veulent acheter du terrain et faire il y a beaucoup plus d'installations au maraîcher par reconversion que des filières qui sont suivies où les petits-fils des grands-parents, eux, ils ont des dettes, ils ont des tracteurs, alors que la reconversion, c'est un choix, donc. Mais c'est plus pour le mode de vie que les gens choisissent de faire des fermes, je pense. Après, ça bloque la législation en France, elle bloque beaucoup de choses. Donc, mais en tout cas, il y a une volonté, effectivement, de revenir à quelque chose de plus essentiel et de se reconnecter au vivant. Plein de collectifs qui se sont créés là en 4-5 ans, c'est 4 Dans le coin ou non, partout en France. Partout. Quelle pierre à l'édifice est-ce que vous pensez apporter tous les deux? Quelle pierre à l'édifice? À ce nouveau monde. Il faudrait que tout le monde soit une petite pierre, mais tout le monde la même pierre, quoi. Parce que si tout le monde faisait ce genre de choses, ou un petit peu, tu montres du doigt, mais de faire de la nourriture, ou de faire son bois, ou déjà de faire des choses soi-même, déjà ça aurait un impact. De se reconnecter. Ouais. Se reconnecter les uns les autres. Tu vas sur Allo Voisin, et comme ça tu fais de l'échange de services. Ouais, mais au moins tu discutes avec ton voisin. Non, mais connecter, pas forcément avec le portable, mais... Quand, par exemple, on a dû remettre encore le hangar, le reconstruire, on se rend compte qu'on a besoin d'aide, quoi. Se reconnecter les uns les autres, s'entraider. Et on a, franchement, beaucoup de chance parce qu'on a toujours eu de l'aide de partout, en fait. On a toujours besoin d'aide. De la famille, pour commencer, qui nous a toujours soutenus.
et même des proches, des amis, mais même des inconnus hein, qui sont venus nous aider, nous voyant dans une certaine difficulté et nous aider complètement gratuitement en ce qu'on voudrait transmettre à notre tour, quoi. On nous a donné tellement. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez bien aimé que je vous pose? J'ai hâte de savoir, les auditeurs, quelles questions ils auront à nous poser qu'on n'a pas évoquées. Ça peut être hyper intéressant pour un dialogue futur et une connexion. Alors on les invite à vous... Avec grand plaisir. On les invite à prendre contact avec vous si jamais effectivement ils ont des questions par rapport à tout ce qu'on a partagé jusqu'à présent. Donc on laissera après donc toutes les coordonnées dans le descriptif. Avec grand plaisir. Et puis peut-être une petite visite du jardin. Une grande visite du jardin. Autre chose à ajouter avant qu'on termine et que je vous propose un petit jeu. Vous qui êtes de grands joueurs. Ouais. C'est bon, hein, j'ai dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à ceux qui vous écouteront? De faire les choses en conscience. Je crois que ça rejoint l'intention aussi de Marion dans les activités qu'elle propose, effectivement, de remettre de la conscience dans ce qu'on fait. Important. On est dans les mêmes dynamiques. C'est ça. Ok. Alors, mon petit jeu pour terminer, vous connaissez le portrait chinois? Si tu étais une fleur, tu serais... Ah non, je connais pas. Ah oui, c'est un peu... Normalement, on est attiré, on dit ce qu'on pense, ce qu'on est. Si vous étiez un plat, lequel seriez-vous? Une salade de fruits. Toi, j'aurais dit un pancake. Moi, j'aurais dit qu'un plat. Des spaghettis basilic. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Les Tom Tom et Nana. Eh oui, c'est ça. C'est les livres que je lisais étant petite en fait avec une amie et du coup ils font plein de bêtises et du coup c'est rigolo. Faut rester là-dessus alors du coup. Moi, qu'est-ce que je ferais alors les livres dont vous êtes le héros. Vous avez fait des romans là-dessus. C'était trop bien. T'avais un dé, et du coup il fallait recommencer si tu meurs, vous retournez au début. Du coup tu recommençais des fois 5-6 fois le livre quand même. Si vous étiez un dicton? Plus c'est long, plus c'est bon. Ah oui, toi. Parce que j'ai toujours été lente, alors... Moi, c'est qui pisse contre le vent se rince les dents. Ok. Ouais, c'était un dicton d'un pote quand on était jeune. On laissera ça? Ouais, c'est bien ça. D'accord. Si vous étiez un film? Sophie Brin d'Acier. Avec les deux tresses bizarres. Je l'ai même pas vu. Moi, La Forêt d'Émeraude. Ah ouais. Oui, c'est le nom d'un film. Ouais, il est super beau. Il colle bien d'ailleurs avec le jardin. Et si vous étiez un super-héros ou une super-héroïne? Moi, je sais. Je c'est Ant-Man. Celui qui rappe ici et puis communique avec les insectes. Ant-Man? Ant-Man. Du coup, t'es dans le monde micro, t'es plus petit qu'une herbe, quoi. Ça doit être quand même un monde sympa. Assez tropical, du coup, si tu vas dans un jardin. Moi, je sais pas, mais je sais que dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, en fait, ils lancent les graines et ça pousse tout seul. J'aimerais bien faire ça. C'est Panoramix qui fait ça. Panoramix. C'est moi. Merci à vous deux pour votre participation. Merci à toi. Merci aussi. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors j'espère que le parcours de Marion et de Fred, donc qui nous a rejoint, les parcours de Marion et de Fred vous auront inspiré. N'hésitez pas à les contacter donc directement sur le réseau. Vous trouverez tous les liens pour les contacter donc dans la description de cet épisode. À bientôt! J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.